Bonjour à tous, on est ravis d'être ici avec vous aujourd'hui avec Henri Apt, VP Produit Data Digital chez Sodexo, et Xavier Gelin, qui pilote les activités Data IA chez Veolia France. Et je suis Alexandre Chaume, partenaire chez Artefact, donc ravi d'échanger avec vous aujourd'hui. On a ici, et je vous laisserai évidemment vous présenter juste après, deux entreprises industrielles qui font face à des enjeux de transformation data et IA majeurs. Et on est ravis de pouvoir provoquer cet échange pour partager comment dans des industries importantes, très opérationnelles, on arrive à déployer à grande échelle des projets de transformation IA dans des équipes dont l'ADN est parfois plus éloigné de la technologie. Donc pour démarrer, Xavier, pour amorcer l'échange, est-ce que tu pourrais déjà rappeler quels sont les grands métiers de Veolia en France, Veolia Eau, et puis les grands sujets, les grands cas d'usage IA amorcés? Ouais, bonjour à toutes et à tous. Donc derrière le nom Veolia, nous avons trois grosses activités: la valorisation des déchets, l'eau et l'énergie. Moi, j'ai la chance d'aider notre business unit en France autour de la création de valeur avec la data. Et je voulais juste vous faire... l'eau, ça nous parle un petit peu à tous, c'est un enjeu, on en a beaucoup parlé ces derniers temps. Et si je synthétise aujourd'hui notre chaîne de valeur, globalement, on fait la délégation de services publics pour nos clients collectivités. Donc c'est 4000 contrats en France. Et aujourd'hui, je voulais juste prendre quelques secondes, si tu me permets, pour repositionner la chaîne de valeur. On capte l'eau dans les ressources, on l'assainit, on la produit, on la transporte, on la facture et on traite l'assainissement derrière. Et simplement dans cette chaîne de valeur-là, je peux vous donner, il y a tout un tas d'exemples dans lesquels la data et l'IA nous sert à fournir des services à nos collectivités qui soient les plus performants possibles. Simplement sur la partie production, on arrive aujourd'hui à prédire la demande en eau sur un territoire en fonction de différents paramètres. Aujourd'hui, cette demande en eau, on est tous des consommateurs d'eau ici dans la salle, elle varie énormément et l'état de la ressource en lien qui nous permet de répondre à cette demande en eau, quelque chose qui est de plus en plus critique. Donc là, c'est déjà un premier cas d'usage. Sur la partie distribution, aujourd'hui, on a des canalisations qui sont en dessous de nos pieds qui nous permettent de distribuer l'eau potable. Sachez qu'on a énormément d'instrumentation sur ces canalisations et aujourd'hui, on est capable également d'avoir un indicateur de prédiction de risque de casse de ces canalisations. Et quand une canalisation casse, on a des fuites, on a des pertes en eau, etc. Donc c'est aujourd'hui, voilà, encore un cas d'usage qui me vient en tête sur les compteurs d'eau qui nous permettent de facturer. Aujourd'hui, on est capable de détecter des suspicions de fuite simplement en analysant le signal qui passe au travers de votre compteur. Donc voilà un petit peu en introduction, deux, trois éléments sur lesquels on apporte de la valeur avec la data et l'IA. Merci Xavier. Henri, est-ce que tu pourrais déjà nous dire un mot sur Sodexo et effectivement rappeler les quelques grands cas d'usage et sujets de transformation à l'agenda? Bonjour à tous. Donc Sodexo est un leader mondial de l'alimentation durable. On a des clients qui vont des écoles aux entreprises, aux administrations, aux hôpitaux. Et pour nous, toute la partie tech et bien sûr la partie data, c'est un accélérateur de la transformation des services qu'on doit opérer. Parce qu'on sait très bien qu'on doit rendre nos services encore plus efficaces, encore plus respectueux de l'environnement et encore plus personnalisés aux attentes de nos consommateurs. Donc pour donner quelques exemples, donc au sein de l'équipe Data Digital Group de Sodexo, donc on travaille pour toutes les entités et tous les pays du monde, on a développé une quinzaine de produits. Donc quelques exemples, ça pourrait être un produit qui s'appelle PowerChef, qui prédit la fréquentation dans les restaurants pour nous permettre de mieux gérer les stocks, par exemple, ou la main-d'œuvre. On a un autre produit qui s'appelle Foresight, où on analyse les comportements de consommation pour déduire des tendances, par exemple à quelle vitesse progresse la proportion de végétariens, et être sûr que nos menus et nos offres sont adaptés à ces nouvelles tendances. Et enfin, peut-être un dernier, ce serait un produit qui s'appelle Product Swap, qui nous permet d'identifier quelle est la bonne référence à acheter dans notre catalogue de fournisseurs en fonction des menus et des offres qu'on souhaite proposer. Merci. Donc on comprend bien que vous êtes dans deux industries différentes, mais avec des enjeux d'amorcer et d'accompagner une transformation en profondeur des métiers. Est-ce que vous pouvez nous donner, Xavier, quelques indications sur la manière dont on passe de la bonne idée dans l'ascenseur à un déploiement? Ça passe évidemment par un embarquement d'un COMEX, mais comment est-ce que dans une organisation aussi grosse que Veolia, on arrive à amorcer cette dynamique? Oui, j'ai tendance à dire que chez Veolia, on a une vraie culture d'ingénieur. Et il y a des bons et
pièces, les deux faces de la pièce, on va dire. On a énormément d'idées, donc c'est génial. Il y a énormément d'initiatives et d'innovations au sein de cette magnifique entreprise. Et à côté, on a aussi cet enjeu de canaliser ou de concentrer notre énergie sur les idées qui ont vraiment le plus de valeur. Donc, avant de vous parler peut-être là où on en est dans notre transformation data et l'alignement entre le COMEX, et pour revenir à ta question, on a quand même passé ces 3 dernières années aussi à créer les fondamentaux du succès des services et produits data qu'on déploie aujourd'hui. Globalement, il y a un vrai enjeu de libérer l'accès à la donnée pour nos opérationnels. Je ne l'ai pas dit, mais voilà, on est une entreprise très décentralisée, un petit peu comme Sodexo. Et il fallait absolument créer les conditions du succès en libérant l'accès à la donnée auprès des opérationnels pour augmenter la connaissance de ces données. Quand on parle d'entraînement d'algorithmes, voilà, le fait d'avoir des données de qualité, de bien les connaître pour être capable de les croiser, voilà, c'était un facteur clé. Donc ça, on va dire, c'est ce qui est derrière nous, et ça paraît simple, hein, quelques secondes là pour vous en parler, mais c'est un vrai asset sur lequel on s'appuie aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a reposé une ambition sur la data avec une stratégie qui est sponsorisée par notre COMEX, en reposant une raison d'être au service de notre entreprise et en identifiant simplement les cas d'usage qui sont les plus prioritaires et qui apportent le plus de valeur. Et derrière, on vient décliner toute cette notion d'organisation et de gouvernance, de capacité de notre plateforme de données au service de cette ambition. Voilà, on y reviendra après, mais il y a un vrai enjeu aussi, on en parlait tout à l'heure, hein, d'adoption de l'IA par l'opérationnel, et ça reste clé pour, in fine, aller chercher la valeur qu'on imaginait au tout début. Et d'un point de vue plus organisationnel, donc effectivement pour distribuer de l'eau in fine, il faut des équipes évidemment qui sont réparties partout en France. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur les organisations qu'on met en place entre les équipes data et IT notamment? Alors voilà, je commence toujours par le terrain, c'est une entreprise de terrain. Aujourd'hui, l'idée était d'avoir des opérationnels qui soient au-delà de la culturation, qu'on embarque dans l'ensemble de la construction de nos produits ou de nos projets. Et on y reviendra par la suite, c'est clé. On parlait d'adoption d'utilisateurs. Comment l'opérationnel qui opère une usine est intégré dans nos processus projets. Si je remonte une maille, on a aussi créé un réseau une communauté de champions de la donnée qu'on a formé, qu'on continue d'animer. Et ça, c'est clé également pour servir les besoins locaux, régler les petits problèmes ou apporter des problématiques, enfin, apporter des solutions à des problématiques locales. Et petit à petit aussi, on essaie de les faire monter en compétences sur cette notion d'IA. Et puis en centrale, voilà, globalement, si je résume, 60 champions de l'année dans toute la France, et puis une quarantaine de personnes en centrale, plutôt au service de l'ensemble de ces métiers. Et principalement, c'est là, dans cette équipe centrale, qu'on a des compétences plutôt orientées IA. Merci. Alors, même question, mais contexte assez différent chez Sodexo, puisque le rôle de l'équipe, elle est groupe, donc elle couvre le monde entier. On a besoin de délivrer des use cases, on a aussi besoin d'embarquer des équipes, mais qui sont parfois sur un fuseau d'heure un peu différent. Comment vous avez organisé chez Sodexo le bon modèle, la bonne organisation pour effectivement déployer, délivrer et embarquer des équipes globales? Donc on a fait, je dirais, il y a une séquence à mettre en place. On a commencé par créer une équipe centrale, ce qui était presque un anathème chez Sodexo parce qu'on est très décentralisé. Mais sur ce sujet, en l'occurrence, on a considéré qu'il était important de cristalliser des savoir-faire, des outils, des compétences au groupe. Ça nous a permis aussi de travailler la marque employeur pour pouvoir attirer les bons profils et d'abord démontrer ce que ça pouvait apporter à un niveau groupe. Et depuis, je dirais, à peu près 18 mois, on est dans une phase où l'enjeu, c'est vraiment d'être sûr que la transformation, j'allais dire, prenne dans l'ensemble des pays. Et donc là, ça va passer par 2 types de relais. Un premier type de relais, c'est des antennes. Donc on crée des équipes locales. On en a une aux États-Unis, on en a une au Brésil, on est en train d'en créer une en Asie, qui vont être des gens qui vont avoir une proximité par définition plus forte avec les métiers locaux, et dans certains cas, qui peuvent faire les développements quand ça justifie qu'ils soient faits là-bas. Et ensuite, un deuxième type d'interlocuteur très important pour nous, c'est des responsables data digitaux dans chaque pays et dans chaque business unit, qui vont avoir la responsabilité de définir la stratégie, de définir la feuille de route, et qui vont nous servir aussi un petit peu, c'est un petit peu aussi nos oreilles et nos yeux, j'allais dire, pour être sûr de bien comprendre quelles sont les priorités stratégiques de chaque type de segment et de chaque pays. Donc on a bien compris que tu as un mandat de construire des solutions. Est-ce que ce mandat, il va au-delà de juste la construction technique d'une solution data ou IA, et comment vous traitez tout l'enjeu d'embarquement des équipes qui vont juste au-delà du pur delivery technique?
Donc initialement, notre mandat, c'était vraiment de construire des solutions. On aurait peut-être dû s'en tenir à ça parce que c'est vraiment la partie la plus facile, en fait, quelque part. Mais notre vrai objectif, c'est d'aider le groupe à se transformer. Et donc ça nous a conduit à intervenir beaucoup, à la fois en aval et en amont. Donc ce que je vais appeler l'aval, c'est la partie stratégie, identification des cas d'usage, des priorités, de quelles sont les applications qu'un business, qu'un pays doit travailler en priorité. Et puis la partie aval, ça va être tout ce qui est l'adoption. Et donc ça va passer par beaucoup d'immersion terrain, du travail aussi avec des designers, avec des profils experts dans la recherche utilisateur, pour être sûr que cette démarche qui a été d'abord un peu descendante, c'est-à-dire qu'on a créé des produits sur des bons sujets stratégiques, on crée aussi des produits qui fonctionnent dans l'environnement quotidien de nos utilisateurs. Et c'est vraiment ça qui a fait la différence et on a commencé à voir l'adoption se développer parce que finalement, quand on doit passer trop de temps à convaincre les utilisateurs d'utiliser un outil, c'est probablement qu'on n'a pas encore le bon outil. Donc effectivement, le rôle n'est pas uniquement du delivery technique, on parlait d'adoption à l'instant. Est-ce que tu veux revenir un peu sur, détailler un peu plus les approches et les méthodes des rôles du UX? C'est pas forcément le rôle dont on parle le plus quand on parle d'équipe data en général, mais est-ce que tu peux nous en dire plus sur leur contribution, à quel moment, dans le cadre du delivery d'une solution data? Alors, c'est une compétence centrale, hein, la compétence du UX. Je dirais plus globalement, ça s'est inscrit dans une démarche de product management qu'on a mis en place. Donc, par product management, le fait d'avoir vraiment une vision bout en bout et un produit, on sait que ça évolue au cours du temps et qu'il va falloir gérer aussi une maintenance et un cycle de vie complet. Et donc, j'ai mentionné les immersions, mais c'est un travail vraiment de fond qu'on a fait aussi sur la méthodologie. Donc, par exemple, quand on rencontre un utilisateur, quelles sont les bonnes questions à lui poser? On essaye de ne pas, par exemple, lui demander « Est-ce que vous utiliseriez un produit qui fait ceci, cela ?» Parce qu'il va dire oui, ça ne va pas nous aider beaucoup. On essaye aussi de ne pas faire trop de questions qui sont dans la projection, parce que les gens vont nous répondre avec ce qu'ils aimeraient faire dans l'absolu, sans prendre en compte les contraintes opérationnelles. Et donc, on a appris à être vraiment dans l'observation, à essayer de relire un peu les comptes rendus d'interview pour repérer les biais, les endroits où on orientait les gens parce qu'on a envie qu'ils nous disent oui, on a envie qu'ils nous disent qu'ils veulent des produits data. Il y a plein de situations où en fait la solution c'était absolument pas un produit data et la bonne conclusion c'était de dire au métier honnêtement n'investissez pas sur un produit data aujourd'hui, il y a d'abord des fondamentaux de process par exemple qui manquent ou d'organisation et donc essayez de ne pas partir de la solution alors qu'on est une équipe qui est là pour construire des solutions. Donc ça c'est vraiment la problématique un peu centrale dans notre métier. Et même question, Xavier, est-ce que tu peux nous dire un mot sur la manière dont, chez Veolia, vous organisez un peu ces phases de design pour identifier les bonnes opportunités? Bon, je dirais qu'il y a deux axes. Il y a, je l'ai dit, on est une entreprise très décentralisée, donc il y a des initiatives locales. Et on a aussi un enjeu d'être capable de répliquer ces initiatives locales, qu'on crée de la valeur. Donc là, à la limite, c'est vraiment on n'est pas dans du top-down, mais plutôt une notion de bottom-up. Et là, il y a, le sujet, c'est d'être capable de passer d'un site sur lequel, je vous donne un exemple, hein, on va optimiser la production d'énergie dans notre processus d'assainissement, dans nos stations d'épuration. Quelque chose qui a très bien marché dans une station. Comment on est capable de le passer à l'échelle? Donc là, pour vous donner un exemple, on est en train de déployer 500 sites. Et voilà, l'expérience du premier site et le fait qu'on ait un opérationnel qui soit convaincu et qui ait déployé cette IA sur son site, plus les moyens qu'on met en œuvre pour redéployer à l'échelle, ça c'est un vrai facteur de succès. Donc ça c'est plutôt quand ça remonte du terrain et puis derrière ça redépart. Après, par rapport aux produits qui sont un peu au cas d'usage principalement à valeur, qui sont plutôt descendants, je pense qu'il faut, moi j'ai la règle des 3 U, je ne sais pas si vous l'avez, mais une IA ou une solution, ça doit être utile, utilisable et utilisé. C'est-à-dire que, voilà, utile, quel est le problème et la bonne valeur qu'on va aller chercher. Utilisable, on revient sur ce que tu disais, Henri, sur la notion de user experience, c'est d'être proche de l'utilisateur auquel on va apporter cette valeur. Puis utiliser, on peut avoir des choses qui sont très très bien faites sur le papier, et puis il n'y a pas d'adoption de l'utilisateur. Donc voilà, on essaie d'être vigilant à cette règle des 3 U et avec des typologies de projets ou d'idées qui peuvent venir soit du terrain ou qui sont plutôt des axes top-down issus du COMEX. Très bien. Puis dernier élément, passage obligatoire à cette session cette année, l'IA générative, on en parle évidemment tous. Concrètement, chez Veolia, qu'est-ce qui a été fait ces derniers mois? Alors, sur l'IA générative, pour moi, il y a trois choses qu'on a pu mener. Je dirais, c'est encadrer.
acculturés et testés. Alors, encadrés, pourquoi notre numéro 2 côté groupe pour tout vous dire, on a interdit l'usage à ChatGPT pour nos collaborateurs. Donc on n'a pas seulement interdit l'accès avec une note qui a été diffusée à l'ensemble des collaborateurs. On a mis à disposition un environnement, une application dans un délai record qui s'appelle Veolia Secure GPT, qui nous permet de garantir la confidentialité des données qu'on soumet au modèle GPT. Donc voilà, on a encadré cet usage-là, parce qu'on pensait que ça allait créer de la valeur, tout en assurant la confidentialité des données qu'on peut délivrer à ce service public. Après, le deuxième axe, c'est l'acculturation. Aujourd'hui, on en parlait déjà beaucoup dans les précédentes sessions. On a sur des populations très opérationnelles ou à toutes les strates de l'organisation, on doit aussi accompagner la valeur qu'on perçoit, les limites, les hallucinations. Il y a tout un enjeu d'accompagner en centrale et dans notre organisation les possibilités, les limites, les perspectives. Et puis tester, parce qu'on a quand même quelques cas d'usage qui ressortent autour de la création de valeur. Voilà, on peut pas se... Voilà, c'est un peu ces trois axes, encadrer, acculturer, tester. Et sur le cas d'usage, je peux donner un exemple. On a aujourd'hui 4000 contrats, je le disais, avec des collectivités. C'est des contrats qui sont assez longs, mais quand on démarre un contrat, l'équipe qui fait l'avant-vente et l'équipe qui délivre n'est pas obligatoirement la même. Et l'opérationnel sur le terrain peut se retrouver à avoir une masse d'informations. Donc le fait de poser, d'avoir une notion de dire quels sont les engagements dans les 6 prochains mois, quels sont les risques dans le démarrage de mon contrat. Voilà, c'est ce typologie de cas d'usage sur lequel on est en train de poser le ROI ou la valeur associée et une étude de faisabilité en parallèle. Merci Henri. Un mot sur la GNI chez Sodexo? Alors, à la même question que celle que vous avez sur le contrôle, pour l'instant, nous, on a choisi d'apporter une réponse différente, qui est qu'on a publié des principes avec notamment quelles sont les données qu'on peut utiliser dans un outil de Generative AI ou pas, et on a laissé ouvert l'accès. Mais c'est une question qu'on se pose beaucoup, donc je pense que tout le monde lutte un peu avec ça, mais en se disant qu'on voulait responsabiliser, que de toute façon on n'arriverait pas à courir derrière tout le monde. Mais en parallèle, donc on laisse ouvert l'accès et on essaye d'orienter vers des solutions qu'on développe nous-mêmes. Et après, en termes de cas d'usage, peut-être une décision assez forte qu'on a faite, c'est qu'il y a eu plein d'idées qui sont ressorties. Et celles qu'on a décidé de prioriser, c'est finalement des idées qui préexistaient au buzz sur l'IA générative. En fait, on a pénalisé les idées nouvelles, tout simplement parce qu'on s'est dit que du coup, les cas d'usage qu'on a gardés, comme ils existaient avant, on sait que si on arrive à les résoudre plus vite, plus efficacement avec de l'IA générative, on a un gain métier qui est évident. Donc on se méfie d'être trop enthousiaste sur un peu les nouvelles applications. Alors on travaille sur le contract management, je pense que ça c'est quelque chose de commun à beaucoup d'acteurs. Et pour donner un exemple que j'aime bien aussi, la supply chain est très importante au sein de Sodexo. Et la maîtrise de la qualité de données. Donc on utilise aujourd'hui, on a un projet en cours où on lit les descriptions de produits pour les enrichir et les améliorer. Donc par exemple, en lisant la description d'un produit, on peut en conclure qu'il va être bio, qu'il va être sans gluten, qu'il va être congelé, et améliorer la complétude des données dont on dispose sur les références qu'on utilise. Très bien, merci à tous les deux. Merci à tous.